Salut Clarisse. Hello Sandra. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci beaucoup. Trop contente de te recevoir ici. Moi aussi, je suis hyper contente, sincèrement. Merci beaucoup pour l'invitation. Trop bien. Et avec plaisir. J'ai hâte de vraiment comprendre ton parcours, qui tu es, parce que tu as l'air d'être à balle. Donc, je pense que tu as plein de choses à nous raconter. Devant toi, avant de commencer, tu vas prendre ce petit ticket. Tu vois, c'est un petit billet, genre un petit billet de train, tu vois, c'est dingue. Trop mignon. Et en fait, l'invitée précédente, elle ne sait pas qui tu es, elle ne sait pas qui était l'invité là. Okay. Voilà, donc elle t'a laissé un petit mot. Trop et bien. J'aimerais que tu le lises parce que du coup on ne sait pas ce que c'est. Clarisse, comment tu te sens le plus souvent en termes d'émotions dans ton business ? Ok, trop bien. C'est une très bonne question ça. Et en plus je pense que tu passes par 1500 émotions quand t'as un business. T'as cette excitation genre quotidienne. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens, d'avoir la chance de m'être créé un écosystème où je suis passionnée, j'adore ce que je fais. Il y a toujours des nouvelles choses, des nouvelles opportunités, etc. Mais t'as toujours aussi cette dose de stress, qui est parfois une adrénaline qui te porte énormément. Mais t'as toujours cette peur que tout s'arrête, que il y ait pas l'argent qui tombe à la fin du mois, que t'aies des clients que tu perdes, que tu sois dans la merde financièrement, que t'aies des soucis à gérer, etc. Donc t'as ce côté excitation, motivation, et moi je suis très drivée par les objectifs, donc je veux toujours plus, tout le temps. Et parfois c'est chronophage, enfin ça te bouffe aussi d'être tout le temps jamais satisfait de ce que t'as et de toujours aller chercher plus. Et puis quand même, on va pas mentir, t'as quand même des doses de stress parfois sur des choses qui se passent pas comme tu veux. Surtout sur les premières années où t'as pas forcément aussi les reins solides financièrement parlant, donc tout impact en termes de client qui s'en va ou client qui renouvelle pas ou souci, tu vois, avec un client où ça a forcément un impact sur ton business. Complètement. Et puis constamment ce truc de chercher des solutions tout le temps. C'est ça en fait. Complètement. Tu cherches, tu résous des problèmes H24. Je pense que c'est notre force en tant qu'entrepreneur. C'est chercher des solutions, trouver des solutions et être orienté, tu vois, dans ta façon de penser. Moi, je vois que le positif. Toujours une solution. Toujours une solution. Tout à fait. Et ça, tu vois, je l'ai aussi beaucoup appris quand j'étais directrice de cabinet à un moment de ma carrière, où en fait, moi, mon rôle, c'était le succès de mon boss. Et c'est la même chose avec les talents que je représente et les célébrités que je représente. Je les sollicite uniquement quand vraiment j'ai besoin. Je vais jamais aller vers eux avec un problème. Si je vais vers eux avec un problème, c'est que j'ai déjà 12 solutions à leur proposer, ils ont juste à choisir. Ah, wow. Ouais, bien sûr. Parce que pour moi, c'est comme ça aussi qu'on avance. Mais c'est fort d'avoir ce mindset-là, à pousser à ce point-là, c'est incroyable. En tout cas, moi, c'est mon moteur. Et j'essaye au maximum aussi de protéger mon entourage, de dire, ok, les problèmes, c'est moi qui les gère. Et si à un moment je dois parler d'un problème à quelqu'un, c'est que vraiment j'ai déjà identifié des solutions. Sauf que parfois t'es face à la falaise et t'as besoin, tu vois, d'aide. Donc je sais aussi aller chercher de l'aide quand il faut. Mais ouais, à mon avis, pour réussir en tant qu'entrepreneur, il faut toujours être quand même vachement drivé sur le positif, trouver des solutions, aussi savoir s'entourer et avancer dans une direction où tu t'adaptes aussi et t'arrives à changer tes objectifs, changer ton orientation pour arriver exactement là où tu veux. Du coup, Clarisse, qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Alors, on va essayer de faire bref. Je m'appelle Clarisse Castan, j'ai 30 ans, je suis originaire du sud de la France. Mais tu es jeune ? Je suis jeune ? Mais oui. J'ai plein de choses encore à atteindre. J'ai vieilli là, quand même. Tu vois ? Ouais, mais moi, ça m'a fait un petit coup les 30 ans. Moi aussi, mais alors dis-toi que tous les gens que je reçois à mon podcast sont plus jeunes que moi. T'as quel âge, toi ? Là, j'en ai marre, là. Ça suffit maintenant d'être plus jeune que moi. J'ai 35. T'as 35, mais tu les fais pas. Je sais, mais je les ai quand même. 28, 29, tu vois. Putain, tu vois ? Pardon. C'est vrai, on sort du podcast, là. Non, c'est vrai. Tout le temps, on me donne toujours 28, 29. Mais du coup, quand tu dis 35, tu sais, c'est le mythe tombe, quoi. C'est putain, elle a 35 ans, quoi. Ouais, mais après, c'est beaucoup dans la tête. Moi, j'avoue, ça m'a fait un petit choc, les 30 ans. Je pensais vraiment, genre, c'était un truc en mode bullshit et tout. T'as fait un petit truc, c'est normal. Ouais, et puis si tu veux, en fait, c'est pas que ça m'a mis un petit truc, c'est
t'as une espèce de pression sociale où moi, j'ai plein de choses à réussir partout, mais professionnellement, il y a des choses que j'ai déjà atteintes en termes d'objectifs et que je continue. En vie perso, j'ai 12 500 trucs sur lesquels, tu vois, je suis, par rapport, entre guillemets, aux gens de mon âge, Bien sûr. je suis pas au niveau. Tu vois, et donc ça te renvoie. Oui, mais ça te renvoie le truc de ouais, à 30 ans, t'es pas marié, t'as pas de gosse, machin, etc. Bien sûr. Et je pense que ça m'a fait un petit, tu vois, en me disant, ok, c'est trop cool. T'as ton taf, t'as ton agence, t'as ton équipe, t'as atteint certains objectifs que t'avais même pas rêvé d'atteindre, que t'as atteint, professionnellement parlant. Et je dis encore une fois, j'ai 12 500 encore trucs à faire sur le pro. Mais le truc genre un peu perso où tu te compares, etc. Et ça te met une petite claque. Mais bien sûr. Mais ça, c'est très dur. T'as raison. C'est pas que dans la vie perso, c'est aussi dans le pro. On passe quand même beaucoup de notre temps, malheureusement, à se comparer, à se demander si on fait assez, si on est assez, si on va dans la bonne direction et si on devrait pas faire autrement. Puis si on fait autrement, on se rend compte que finalement, on n'est pas si épanoui que ça. Tu vois, c'est toujours ce truc de trouver le bon truc pour nous, le bon équilibre, la bonne balance. Et c'est pas si facile. Et sur ça, je te rejoins 100%. Moi, je suis quelqu'un aussi qui réfléchit énormément. Donc c'est très dur pour moi parce que je suis toujours en train de repenser les choses 150 fois. Ah ouais. Je refais les scénarios dans ma tête. Ah ouais? T'imagines si t'avais fait autrement? Ouais. Ah waouh. Ouais. Et c'est pour ça aussi que je dors très peu. J'ai aussi beaucoup d'idées la nuit et tout. C'est tellement... T'imagines même pas, pardon, hein, mais c'est le sujet du jour. C'est vrai? Mais je ne sais pas ce qui se passe. Non, moi, mon cerveau, il s'arrête jamais. Hein. Et d'ailleurs, là, ça fait maintenant quelques années que je le sais, mais j'avais, tu vois, ce truc où je comprenais pas comment je pouvais être autant cérébral, tu vois. Parfois, franchement, c'est chiant parce que tu réfléchis à tout le temps, tu te poses 12 500 questions. Tu vas te demander pourquoi c'est rose, tu vas te demander pourquoi, qui c'est qui... Moi, je me pose des questions, genre je vais au resto et je vais me dire qui c'est qui a inventé le restaurant et qui a fait confiance pour la première fois à des gens en se disant, ils n'ont pas besoin de payer, ils vont payer à la fin. Enfin, vraiment, je me pose beaucoup de questions. Et du coup, il y a un médecin qui m'a fait faire des tests, qui a vu que j'étais HPI, tu vois. Donc j'ai dit, ok, c'est super, donc ça va changer quoi dans ma vie? Ou en fait, on peut faire quoi pour que je dorme mieux la nuit, en fait? En fait, c'est ça. Mais il n'y a pas forcément grand-chose à faire. Il faut juste apprendre à vivre avec et trouver des trucs où tu essayes de relâcher un peu. Et alors, qu'est-ce que tu fais pour relâcher un peu? Qu'est-ce que je fais pour relâcher? Sport au max. Ouais. Franchement. Tu fais quoi comme sport? Cardio, beaucoup. Tu vas courir? J'aime pas trop ça. Mais j'essaye. De plus en plus, cardio, run, boxe, vélo. Et après, je fais aussi pilates réformeur. Mais tout ça, tu fais en une semaine? Tous ces sports-là en une semaine? Ah oui, je joue au sport tous les jours. Tous les jours? Ouais, je suis obligée. Waouh, ok. Ça me tient psychologiquement. En gros, d'un côté, je me force à y aller parce qu'il y a des matins où j'ai pas du tout envie. Mais normalement, c'est la première chose que je fais quand je me lève. Et au moins, genre, après, psychologiquement, je suis tranquille. Et tu vois, c'est une période où je touche pas mon téléphone. C'est 1 heure de temps pour moi. C'est vrai. Où je prends du recul. J'y vais très tôt le matin, donc personne me fait chier. Et c'est les seuls moments de kiff vraiment, où d'un côté, je me sens obligée parce que pour moi, c'est genre prendre soin de moi. Bien sûr. Et d'un autre côté, ça te permet aussi de prendre du recul sur des questions que tu te poses, sur des soucis que tu peux avoir à gérer, etc. Je pense que ça te fait prendre de la hauteur. Il y a ça, il y a évidemment truc basique, mais passer du temps avec les gens que t'aimes. Et moi, j'ai tout le côté association aussi avec qui je bosse, notamment association AIDA et Tout le monde contre le cancer, où on fait pas mal de choses dans les hôpitaux. Et je pense que c'est des choses qui me tiennent aussi énormément à cœur, tu vois. Et dès que je peux, je pars en voyage. Là, je pars après-demain, si tout va bien. Trop bien. Vacances? Non, je pars au Congo. Pendant quelques jours, je fais une conférence au Women Economic Forum. Waouh. Et après, je vais voir une de mes assos. On fait orphelinat pour les enfants. Et on va aussi aider des jeunes qui rentrent à l'université. Donc, je suis trop contente. Mais c'est incroyable que tu fasses ça. C'est génial. C'est ça qui me porte aussi énormément. Bravo. C'est pas du tout. Je sais, tu vois, mais moi j'ai envie de te dire bravo. Non, bien sûr. C'est trop gentil, mais c'est. C'est pas pour qu'on t'applaudisse, bien sûr. Non, c'est plus le sens de ma vie au fond, tu vois. Bah bien sûr. Mais c'est vraiment beau que tu le fasses parce que t'accordes de ton temps, t'accordes de ton intelligence, peut-être aussi l'aspect financier à ce genre de cause, et c'est génial. Parce que je pense que c'est ce qui m'anime depuis très très longtemps. Mon rêve, c'est d'avoir ma fondation. Ah waouh. Et
on est dans un monde qui va très vite. Et ça fait partie de mes questions existentielles de me dire si demain il m'arrive quelque chose, quelle empreinte ou quel impact j'aurais pu apporter ou quelle amélioration j'aurais pu apporter. Ouais. Et pour moi, ça passe par ça. Ça passe par aider les enfants, que ce soit en France, dans les hôpitaux, tu vois, leur offrir un peu de rêve. Tout le réseau que j'ai des célébrités, soit ils vont passer du temps avec moi dans les hôpitaux, soit je prends l'exemple d'Adjou et Taïk, ils ont mis je ne sais combien de places pour que chaque soir, j'ai des petits des hôpitaux qui aillent les voir en concert. Ilyes Jadel, qui est humoriste, tu vois, à chaque fois, il met aussi pareil des places. Ahmed Silla, pour des joueurs de foot, c'est la même chose. On essaye aussi de leur offrir, parce qu'on fait partie de gens qui ont de la chance. Quand t'es en bonne santé, moi je trouve que t'es quand même relativement riche. Tellement. Et de se dire de comment tu peux offrir aussi à des gens qui ont besoin de vivre ces choses-là, des bouffées d'oxygène. Et si tu restes trop dans ton moule, ou tu vas te plaindre de trucs de merde, en vrai. Qui n'ont aucune importance. Ouais, et qui vont te bouffer pour rien. Et c'est quoi ton parcours, Clarisse, alors ? Tu viens d'où ? Qui es-tu ? Mon parcours, qui je suis. Si vraiment on remonte, tu vois. Ah ouais, on remonte à quand ? Quand tu veux. Tu prends le point de départ de ton choix. Je suis née en Aveyron, c'est entre Toulouse et Montpellier. Ouais. Après, je suis partie faire mes études à la Toulouse Business School, donc à Toulouse. Très vite, je suis partie à l'étranger. Je suis partie à Dublin, à la Dublin Business School. Je suis revenue, je suis partie en master à Barcelone, en double diplôme avec l'Université Polytechnique de Catalogne. D'accord. Et après... Tu t'es d'origine espagnole ? Pas du tout. J'aimerais trop. Je suis française, c'est nul. Enfin, je suis très fière d'être française, mais j'aimerais bien genre un peu d'exotisme, tu vois. Parfois, on me dit Amérique du Sud, je suis là, mais trop bien. On me dit libanaise, mais trop bien, mais genre, donnez-moi d'autres Mais c'est vrai que tu fais typer. Ouais, ben j'aimerais trop, mais non. Bah non, peut-être. Non. Est-ce que t'as fait le test Il faudrait que je remonte plus loin. Ouais. Apparemment, peut-être arrière-grand-père espagnol, mais bon. C'est pas moi qui suis en Espagne. Mais je compte sur trouver un mari qui est pas... tu vois, qui a une diversité qui est internationale pour que mes enfants ils soient issus d'une culture internationale. Bref, et du coup, donc, je suis partie 2 ans à Barcelone, qui est genre ma ville de cœur, ma ville de rêve que j'aime trop. Et j'ai fini mes études là-bas, et après, je suis arrivée à Paris. Et à Paris, j'ai commencé, donc j'ai envoyé 150 CV. Parce que je connaissais personne et puis c'est galère de trouver ton premier job. Parce que t'as commencé chez Accor, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais tu voulais faire quoi ? C'était quoi tu sors d'école, c'était quoi ton dream ? Je voulais rentrer dans un grand groupe. Et à la base, je voulais être dans le luxe. Ok. Tu vois. Et ce qui est très drôle, c'est qu'en envoyant 150 CV, au début, j'avais pas de réponse, j'étais en panique de me dire oh my god, genre j'ai fait une école de commerce avec des doubles diplômes, etc. Mais personne ne veut de moi. En attendant, je travaillais dans un call center et dans un restaurant jusqu'à ce que, tu vois, j'arrive à trouver un job. Et je voulais rentrer dans un grand groupe. Et j'avais, en finale, quand les choses se sont débloquées, un grand groupe français dans le luxe et Accor en face. Et le rêve de petite fille et la vie aurait voulu que j'aille dans le grand groupe de luxe, puisque c'est tout ce que j'avais rêvé. Mais j'avais cette intuition avec la manager qui a été ma manager pendant 1 an et demi ou quelque chose comme ça chez Accor. Tu vois, j'ai eu ce feeling. Et en fait, juste avant, j'avais fait une alternance dans un groupe dans le sud de la France où ça avait été très dur psychologiquement pour moi parce que le management était hyper dur. Je me plaisais pas du tout et je me suis juré qu'à partir de ce moment-là, les gens avec qui je travaillais et pour qui je travaillais, c'était le plus important pour moi. C'est clair. Même si, tu vois, t'as la marque, t'as le groupe, etc. Mais si t'aimes les gens, que t'es content d'aller retrouver les gens avec qui tu vas bosser tous les jours, que tu vois quand même genre 80% de ta semaine... mais c'est ce qui m'anime. Tellement. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Ouais. Et une fois que t'as compris ça, et que tu places l'humain au centre du truc, je pense que tu peux placer des montagnes et vendre n'importe quoi, entre guillemets, tu vois. Ouais. C'est vraiment les gens qui t'entourent et avec qui tu vas aller dans cette aventure. Et donc, je rentre chez Accor, je suis junior. Pendant 1 an et demi, je bosse sur des sujets digitaux, globalement. Et puis, tout ce que je peux prendre en projet transverse, projet supplémentaire, je prends. Ce qui fait que je me fais repérer par un des membres de la direction. Et c'est là où, à 23 ans, je deviens directrice de cabinet. C'est ce qui s'est passé dans ma carrière. Ouais, oui. Mais oui. À 23 ans, c'est-à-dire tu sors d'école à quel âge alors ? 21. 21 ? Ouais. Ok, incroyable. Ouais, je suis un peu en avance, mais... À 12 ans, pourquoi ? Non, ouais. 21 et 23, je deviens directrice de cabinet. Waouh, ok. Ouais. Et tes ambitions à ce moment-là, alors, c'est quoi ? Je sais juste que ma carrière va être importante, que ça a une place importante dans ma vie
C'est comme ça que tu as été éduquée par tes parents ? Oui. Ta mère, elle représentait ça ? Ma mère, elle représentait plus... si tu veux, ma mère, elle nous a toujours soutenus dans tous nos projets. Et j'aurais pu lui parler de n'importe quel métier, elle m'aurait toujours soutenue. Mon père, il voulait pas qu'on soit premier de la classe, mais il avait besoin quand même de nous pousser toujours vers le mieux, tu vois. Le côté exemplarité, le côté réussite. Et je pense que on n'a pas été éduqués dans un contexte où on était hyper compète, tu vois. Moi, je me suis jamais dit, faut que je sois la première de la classe, faut que je sois devant tout le monde, etc. Mais j'avais cette volonté quand même de bien travailler. Et puis, à partir de nos 16 ans, tous les étés, on était obligés de travailler. Et on bossait dans la restauration. Donc, quand tu bosses dans la restauration, c'est quand même des boulots qui sont difficiles, intense. Tu vois, qui sont intenses. Ouais. Et tu comprends aussi la valeur de l'argent. Tu comprends que... Enfin, c'est un truc tout con, tu vois, mais pour t'acheter une chemise à Zara, il faut travailler une journée, quoi. Oui. Mais avant tes 16 ans, tu le comprends pas forcément. Juste, tu demandes à tes parents de t'acheter un truc ou quoi que ce soit. Et moi, même si je faisais la gueule parce que tous mes potes, ils étaient en vacances, ils partaient tous ensemble et tout, et que moi, je travaillais tout l'été, ça m'a énormément appris. Et je pense que je ferais pareil avec mes enfants. Bien sûr. Tu vois ? C'est super important. Ça t'apprend la vie, ça t'apprend à t'autogérer, en fait. Enfin, bien que, franchement, moi aussi, tu vois, j'ai travaillé pendant 5 ans à Juan-les-Pins, sur une plage privée, où je faisais le service, enfin bref, voilà. Et j'ai absolument pas géré mon fric. C'était une catastrophe. Mais c'est hyper dur. Et moi, j'avais de l'argent, c'était génial. J'étais la reine du monde, en fait. Je le dépensais. Ouais. Je jetais l'argent. Ouais. Non, mais tu vois, j'ai absolument... ce fric, et c'est cool. Je me suis fait plaisir, tu vois, mais j'en ai rien fait de... Non, et puis il y a un moment où tu comprends. Mais c'est sûr que ça fait partie de l'apprentissage, hein. Et une fois que tu as compris la valeur de l'argent, moi je suis arrivée à Paris, pareil, je voulais être indépendante, donc la semaine j'étais chez Accor, le soir j'étais en call center et le week-end je faisais 6h-20h dans un restaurant. Mais what ? Et je me faisais de la thune comme ça et j'ai fait ça pendant un petit moment. Pourquoi tu faisais autant ? Parce que les loyers à Paris, la vie à Paris, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde. Et en plus, quand tu commences quand même en tant que junior, tu gagnes pas non plus des 1000 et des 100. Et j'avais vraiment cette volonté depuis longtemps, tu vois, de me débrouiller par moi-même. De me dire, ok, je m'assume. Il y a mon frère et ma sœur derrière moi, tu vois, donc je voulais pas non plus être un poids pendant trop longtemps avec mes parents. Et puis j'avais été éduquée comme ça, c'est-à-dire que depuis mes 16 ans, tous les étés, je travaillais. C'était pour moi, genre, complètement logique que je sois pas en mode dilettante et attendre que mon salaire tombe à la fin du mois et de me contenter que de ça, quoi. Ouais, autonome. Totalement autonome. Exactement. Et puis il y a un moment où de toute façon j'ai dû arrêter parce que j'ai commencé à prendre pas mal de projets transverses chez Accor. Quand je suis devenue directrice de cabinet, je travaillais nuit et jour, un week-end inclus. Donc si tu veux, je pouvais rien faire d'autre. Mais j'ai toujours eu cette force de travail et je pense que j'ai plus aucun problème à dire que je suis work addict. Je kiffe travailler. Bien sûr. Je pense qu'il y a des gens, ils me prennent pour une folle. Je dis la même chose. Mais moi, il n'y a aucun problème de faire mes mails le dimanche. Il n'y a aucun problème, mais est-ce que parfois tu te dis pas c'est trop là, genre c'est trop ? En fait, il y a des fois où j'ai l'impression de pas être normale. Mais c'est jamais trop en fait. Tu te sens jamais surmenée à cause de ton travail ? Non, je me sens jamais surmenée à cause de mon travail. Il y a bien sûr des fois où j'en ai marre. Genre où je vais avoir une journée de merde, où je vais avoir que des mauvaises nouvelles et j'ai envie d'envoyer tout chier, de me dire en fait je serais bien mieux en tant que salarié à attendre mon salaire tous les mois et me contenter du minimum, etc. Je dis pas que les gens en général font ça, mais t'as des cas où genre moi demain je pourrais être dans une boîte et faire beaucoup moins et travailler beaucoup moins et peut-être avoir une vie beaucoup plus calme et moins stressante, etc. Mais à côté de ça, je suis tellement contente de choisir avec qui je travaille, d'avoir ma liberté. Et tu dois faire ces sacrifices-là. Enfin, tu dois passer par ce stress, cette pression. Et je serais trop contente de rencontrer des entrepreneurs qui m'expliqueront que eux, pas du tout. Mais aujourd'hui, quand t'es entrepreneur, c'est aussi ton bébé et ça fait partie de toi. Pour moi, il n'y a pas de vie pro, il n'y a pas de vie perso. C'est un package. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est aussi... c'est une extension de toi-même, en fait. Comme tu dis, c'est ton bébé, c'est
C'est tellement... Tu sais, t'en as plein qui disent oui, mais il faut pas que ta boîte, ce soit trop... tu mettes trop d'émotions dedans, tu vois. Moi, je peux pas. Moi, c'est comme tu dis, c'est mon bébé, c'est une extension de moi-même. 100%. Et peut-être que ça m'arrivera, mais pour l'instant, c'est ma première boîte. Je vais en monter d'autres et j'ai toujours cette vision de me dire, tu vois, ça me prend en trip, quoi. Bah grave. Et j'ai aucune capacité, peut-être que c'est une faiblesse, à me dire, je sais pas, je vais à 20h arrêter de penser à Ginger, quoi. Enfin, désolée, mais c'est impossible. Je comprends. Mais c'est intéressant parce qu'on dirait que tu ne le subis pas. Tu vois, c'est OK, quoi. Aujourd'hui, c'est OK, ouais. Aujourd'hui, c'est OK. Ça veut pas dire que c'est pas intense. Mais non, aujourd'hui, bien sûr que je suis contente d'avoir créé un travail où genre, je suis passionnée. C'est trop cool. C'est incroyable. C'est une vraie chance, ça. Et comment t'as fait alors? Parce que comment t'as switché? À quel moment tu crées ta boîte? Pourquoi? Après directrice de cabinet, je prends la direction département communication digitale et célébrité pour le groupe. Je fais ça pendant 2 ans. Parce qu'on a fait le deal entre Accor et le Paris Saint-Germain. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec des célébrités. Je connaissais personne, moi, avant. Franchement, j'ai débarqué, je connaissais absolument personne à Paris. Donc, j'ai commencé à gérer certains joueurs par rapport à la relation avec Accor. Et j'ai créé des liens amicaux et de confiance qui m'ont ouvert d'autres portes. Et je pars en humanitaire pendant 3 semaines au Togo, au fin fond d'un village perdu, sans eau, sans électricité, sans rien. Et je suis là-bas pour les enfants et je fais quand même aussi un point sur ma vie. Et j'avais reçu pas mal d'offres d'autres groupes et d'autres marques. Et j'avais pas ce petit truc, tu vois, j'avais pas cette petite flamme qu'il y a des années j'aurais eu en me disant « Oh my God, genre juste ils s'intéressent à moi, c'est ouf, c'est incroyable et tout. Je rêve d'aller bosser pour eux. » J'avais plus ce truc-là. Et moi, je suis quelqu'un de très passionné, de très... je sais pas faire les choses à moitié. Je l'ai fait à 12 000%. Donc je me disais, si t'as pas ce petit truc avant de rentrer, ou même avant de continuer avec eux, c'est que c'est bizarre. Et chez Accor, j'ai aimé cette maison comme si c'était ma boîte, mais ça faisait 7 ans, je voyais que j'avais un peu atteint mon plafond de verre, que j'avais atteint mes objectifs sur toute la partie développement du département, j'avais engagé les bonnes personnes, etc. Donc j'ai ce déclic en humanitaire en me disant, écoute, ça fait plusieurs fois qu'il y a des marques, plusieurs fois qu'il y a des célébrités qui t'approchent en te disant, viens bosser avec nous. Ah ouais, t'avais déjà eu plusieurs propositions. Ouais. D'accord. Oui. Moi, je suis partie, entre guillemets, et c'est pour ça que je dis toujours que j'ai une admiration énorme pour les entrepreneurs qui lancent un produit où, tu vois, ils n'ont pas forcément... Bien sûr, ils étudient la faisabilité du marché, etc., mais ils ne savent pas si ça va marcher, ils ne savent pas s'ils vont avoir des clients. Moi, je suis partie, j'avais déjà des gens qui m'avaient approché, et donc, du coup, tu vois, je savais qu'il y avait un vrai potentiel derrière. Donc, ça m'a aussi confortée. Et donc, quand je rentre, comme je te disais au début, je suis hyper drivée sur les objectifs et je suis déterminée à me dire 2023, je vais lancer ma boîte. Et je rentre d'humanitaire, je suis hyper stressée par rapport à ma famille, en me disant, ils m'ont vu faire quand même pas mal de sacrifices pour en arriver là où je suis. De dire, en gros, je vais quitter la sécurité d'un grand groupe pour faire mon business à moi, on sait même pas si ça va me générer de l'argent ou pas, alors que j'ai un crédit et que je leur ai jamais demandé je leur ai jamais demandé, 1 euro depuis des années. Ils réagissent hyper bien. En mode Clarisse, on sait que t'as une capacité de travail et tu donnes tout, donc si c'est ça que tu veux, on va te suivre. Et mon deuxième stress, c'est de parler au PDG du groupe Accor qui m'a fait confiance, qui m'a fait monter, c'est un peu comme si j'allais dire à mon père que je quittais la maison, tu vois. Et qui évidemment, au début, voulait pas forcément que je parte, mais qui a aussi été... il savait que si j'étais déterminée, tu vois, c'était le projet que je voulais. Et aujourd'hui, tu vois, c'est un des mentors de la boîte et ça a été un de mes premiers clients. Donc, j'ai aussi une reconnaissance éternelle envers ces gens qui m'ont fait confiance et qui m'ont poussé, qui n'ont pas pensé à eux, qui se sont dit, vas-y, de toute façon, on va te soutenir. Ça, c'est vraiment beau. Et j'espère pouvoir faire la même chose avec des gens, tu vois, qui veulent se lancer. Parce que putain, quand tu commences, c'est aussi hyper dur. Ouais. Tu sais pas trop, quoi. Tu sais pas où tu vas. Ouais. Comment, quoi, qui, combien, tu vois. T'apprends pas à l'école d'être entrepreneur. Non.
non. De t'entourer des bonnes personnes et des trucs tout cons, mais genre d'avoir le bon comptable. Moi, j'ai aussi beaucoup de sujets juridiques, donc tu vois, d'avoir le bon avocat. Et quand tu dis que c'est devenu, tu parles de ton ancien employeur, que c'est devenu le mentor de ta boîte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il t'a aidé à développer ta boîte? En gros, c'est plus, déjà, ça a été un de mes premiers clients, donc avec le groupe à travailler avec nous. Et deuxième chose, c'est quelqu'un qui me conseille. Il y a 2 mentors que j'ai sur la boîte. Il y a donc Sébastien Bazin que j'appelle, tu vois, quand vraiment je me pose des questions par rapport à mon business ou des marchés comme le Moyen-Orient où j'ai besoin de savoir comment, tu vois, avancer sur certaines choses. Et deuxième personne, c'est David Layani, qui est un des plus gros entrepreneurs français. Et lui, qui m'avait repéré quand j'avais fait Forbes 30 Under 30, qui nous avait invités avec plusieurs lauréats à dîner. Et on avait eu un gros coup de cœur, tu vois, quand on s'était rencontrés. Et il m'avait dit, franchement, je te soutiens à 100%. Et c'est chez lui qu'on a nos bureaux, tu vois. Donc, c'est des personnes pour qui j'ai une reconnaissance éternelle parce qu'ils me conseillent. C'est super. Je les sollicite pas du tout tous les jours. Tu vois, c'est des gens que je vois aller tous les 6 mois à peu près. Ouais. Okay. Et vraiment, je sais que si je suis dans la merde demain, comme je les sollicite pas beaucoup et que je suis pas là tous les 3 jours en disant est-ce que je fais droite, est-ce que je fais gauche, je sais qu'ils vont me répondre et qu'ils vont me dire ok, ça tu fais pas. Okay. Tu vois, David, je l'ai énormément sollicité à un moment parce que j'étais au tout début, il y avait plein d'investisseurs qui étaient autour de moi, j'avais des agences qui voulaient me racheter, j'étais complètement paumée, les gens autour de moi ils me disaient Clarisse, il faut que t'embauches des seniors, etc. Et David il m'a dit écoute Clarisse, tu arrêtes tout. Les investisseurs, les agences, pour l'instant, tu débutes ta boîte. Tu viens de t'acheter ta liberté. Donc, tranquille. Tu marches comme ça, t'avances doucement. Et on va voir comment ça avance. Sur le côté, il faut que tu t'entoures de seniors et tout. C'est des gens que tu vas payer beaucoup plus, qui à un moment vont te dire qu'ils savent plus que toi et que, tu vois, il faut faire ça ou ça. Ta force, c'est de prendre des jeunes, de les former à ta manière et d'avancer avec eux, avec ta vision, etc. Et c'est ce qu'on a fait avec moi, tu vois, quand je suis devenue directrice de cabinet. En soi, sur le papier, j'avais 0 compétence. C'est juste que j'avais une vraie force de travail, j'avais la dalle d'apprendre et que la personne m'a fait un peu, tu vois, à sa vision, à son truc. Complètement. Et c'est ce que j'essaye de reproduire. Donc, tu vois, c'est des questions vraiment concrètes. Sébastien, ça va être en mode, j'ai un sujet, je sais pas, en Arabie Saoudite, et de savoir est-ce qu'il y a un interlocuteur sur lequel il peut m'aider ou un client sur lequel je sais pas trop comment agir. Est-ce que tu vois il a des conseils, ou là je suis en train de me dire que je veux ouvrir d'autres business. Est-ce que c'est trop tôt? Est-ce que c'est le moment, tu vois, aussi d'avoir leur expérience, leur leadership, leur approche, leur vision, de me dire ok, est-ce que je vais dans la bonne direction ou pas? Et après, c'est à toi de sentir aussi. C'est trop bien. Et comment t'expliques que ces personnes qui soient venues à toi naturellement, tu parles d'investisseurs, mentors, etc. C'est incroyable parce que moi, ça a toujours été un rêve de trouver des mentors. Enfin, d'avoir un mentor, tu vois. Et du coup, comme c'est un rêve, forcément, ça ne vient pas. Tu sais, quand tu veux un truc, non, mais il faut que t'oses. Hein. Mais je sais même pas, tu vois. Oui, mais est-ce que t'as des modèles? Moi, Sébastien Bazin, c'était mon idole, hein. Enfin, j'ai aucun problème à le dire, que je suis beaucoup plus impressionnée par lui que par Beyoncé. Et pourtant, j'adore Beyoncé, tu vois. Mais je suis rentrée dans le groupe. Ouais. Vraiment, je pense que j'étais ridicule par rapport à plein d'autres personnes qui avaient mon âge, qui étaient mes potes, qui au début, tu vois, étaient juniors comme moi. Ils montaient sur scène, je le prenais en photo. Incroyable. Et le jour où je vais le voir pour lui dire, OK, boss, parce que, évidemment, au fur et à mesure, j'ai commencé à bosser avec lui, tu vois. Mais j'ai ce stress de dire je vais parler à mon père pour lui dire que je quitte la maison, tu vois. Et même encore aujourd'hui, quand j'ai Sébastien au téléphone, il y a ce truc de reconnaissance éternelle, de modèle, de trucs genre... je pense que c'est une des seules personnes, avec David aussi évidemment, qui sont des modèles pour moi, pour qui j'ai une admiration et tu vois, mais à qui j'ai osé leur dire ok, j'ouvre ma boîte et je veux que tu sois mon mentor. C'est incroyable. Et David, ça a été la même chose. David, quand on a dîné ensemble, tu vois, au début, c'était en mode, je lui ai dit, je réfléchis à monter ma boîte, je sais pas trop, etc. Et il m'a dit, Clarisse, t'as toutes les capacités pour le faire. Donc c'est pareil, c'est des gens qui te poussent, qui te donnent confiance et c'est ouf. Et j'espère vraiment pouvoir, moi, le refaire parce que
Ça m'a tellement aidée. Et quand vraiment j'ai pris la décision, j'ai écrit à David en disant, David, est-ce qu'on peut déjeuner ensemble? Et quand on a déjeuné ensemble, j'ai dit, est-ce que tu peux être le mentor de ma boîte? Genre, j'ai une admiration énorme pour toi. T'es un entrepreneur à succès. Et j'aimerais pas te solliciter tous les 4 matins, mais quand j'en ai besoin, tu vois, que tu m'accompagnes. Donc, c'est quels sont tes modèles, tu vois? Quelles sont les personnes que tu aimerais trop rencontrer? Et après, il faut que tu oses. Genre, tu leur écris sur LinkedIn, tu essaies de les rencontrer, tu les invites à déjeuner, tu les invites à café, et tu vas te prendre des murs. Je réfléchis, tu vois, est-ce que je voudrais... mais c'est hyper dur d'avoir des rôles, des modèles et tout. Ouais, c'est ça. C'est une très bonne question. Genre, aujourd'hui, quel entrepreneur me fait kiffer? C'est hyper dur. Au point que j'aimerais que ça soit un mentor. C'est hyper dur. Mais c'est des gens, ce sera peut-être pas forcément des entrepreneurs, ce sera peut-être des leaders, mais c'est des gens que tu vas rencontrer, avec qui tu vas avoir un feeling, et avec qui tu vas avoir envie de développer cette relation, et surtout avec qui tu vas être en confiance, avec qui tu vois, tu sais qu'ils sont pas là par intérêt, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça pour moi le plus important, c'est de trouver des personnes en qui tu peux vraiment être hyper transparente, hyper cash, et qui vont te dire, écoute, pour moi le mieux c'est ça. Ouais. Et après, c'est à toi de prendre la décision. Encore une fois, tu vois, c'est ta boîte. Il n'y a que toi qui la connais aussi bien que ça. Bien sûr. Mais je pense que c'est important aussi de trouver des modèles de référence. Moi, pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, hein, je me suis sentie hors cadre, hors norme. J'avais pas de repère, tu vois. Je cherchais un peu ça. Et je sais pas si tu le ressens en France ou en Europe, mais je trouve que de plus en plus, il y a ces modèles d'entrepreneurs qui sont mis en avant. Qu'il n'était pas forcément. Avant, c'était pas forcément très sexy d'être entrepreneur. Non, c'était pas. Je trouve que ça le devient de plus en plus. Ça l'est totalement. Tu vois, avec des émissions comme Qui veut être mon associé, qui cartonnent. On le voit, nous, avec certains de nos clients qui nous sollicitent aussi pour développer des événements autour des entrepreneurs, autour des femmes entrepreneurs. Et encore aujourd'hui, tu vois, c'est en train de se faire pour moi. Quels sont les modèles dans ce secteur-là, du business, de l'entrepreneuriat, qui portent aussi le futur de l'économie française. Enfin, pour moi, tu vois, je le vois comme ça. Bien sûr, tu as les grands groupes, bien sûr, tu as les grandes marques, etc. Mais ça passe aussi par des innovations, par des nouvelles petites pépites. Et je trouve qu'il y a un vrai mouvement, tu vois. Ah, mais complètement. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on est en plein dedans. Mais des fois, je me demande, est-ce que je suis pas trop... Tu sais, des fois, quand t'évolues que dans un environnement où forcément t'es entouré d'entrepreneurs, t'as l'impression que tout le monde est entrepreneur. Ouais. Et finalement, t'es que dans ton algorithme à toi, en fait. Tu vois. Ouais. Donc, oui, moi, même dans mon business, je le vois bien qu'il y a pas toutes les salariés, mais honnêtement, quasiment toutes les salariés ont un projet de rêve caché en elles. Tu vois. 100%. Tu vois. Oui, mais je pense que depuis le Covid, il y a eu un vrai changement. Ah oui. 100%. Mais oui. Franchement, il y a... Allez, bon, la boîte a un peu plus d'un an, donc je peux pas dire il y a 2 ans. Mais Ginger and Lemon, ça a un peu plus d'un an, that's it. C'est tout. Ouais, mai 2023. Mais c'est ouf. Mais 15 mai 2023, lancement de Ginger, je n'aurais jamais pensé lancer ma boîte. J'étais formatée, mon rêve, c'était PDG d'un grand groupe. Ah ouais. Que je disais pas forcément et que j'ai assumé il y a quelques années. Mais tu vois, je me disais, je vais être PDG d'un grand groupe. C'est mon rêve ultime. Et puis, il y a un jour où genre, je me suis dit, en fait, je vais monter ma boîte. Mais je sais pas, hein, ça se trouve, un jour, tu vois, je retournerai à mon premier rêve et j'en aurai marre d'être entrepreneuse. Mais j'y crois pas. Je pense que là, je suis dans une dynamique où, putain, qu'est-ce que c'est ouf, même si c'est dur. Qu'est-ce que c'est ouf d'avoir son business. Là, j'ai envie d'ouvrir plein d'autres choses et il faut que je me calme. C'est dur de rester focus. Hein. Ah ouais. Les idées, elles fusent. Ah ouais. Et quand tu comprends qu'une idée peut devenir la réalité en très peu de temps et avec peu d'action, t'as envie de tout tenter. Ouais, et puis je suis tellement aussi inspirée, tu vois, de toutes ces success stories où j'aime trop regarder les documentaires, tu vois, sur les mecs d'Amazon, sur les mecs de... J'adore. C'est ouf. Genre, on est tous fans de ces marques. Ils ont des budgets marketing de malades, mais à la base, ils étaient dans leur garage en train de se dire comment je vais l'appeler, est-ce que ça va marcher, vas-y, je vais demander de la thune à mes parents, je vais demander. Donc, bien sûr. T'as des vrais trucs qui te permettent aussi de rêver, qui te portent.
qui te porte. Et c'est quoi ton quotidien du coup? Parce que c'est super intriguant. Je pense que tout le monde est intrigué par ton quotidien. C'est intriguant. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils te demandent? C'est quoi ta relation avec eux? Est-ce que tu mets une barrière? Est-ce que t'es toi? C'est-à-dire comme t'es là avec moi aujourd'hui, tu gardes cette simplicité, cette authenticité, ou tu mets une barrière parce que c'est des gens qui sont tellement influents ou tellement célèbres. Comment ça se passe en fait ton quotidien? Mon quotidien, en fait, ça dépend vraiment des actus qu'on va avoir, mais est-ce que je suis la même dans ma vie pro et ma vie perso 100%? Les célébrités avec qui je bosse, mon rôle c'est leur succès, donc je suis obligée de les aimer profondément, d'être alignée avec leurs valeurs et d'avoir aussi une vision de là où je veux les emmener. Il y en a beaucoup qui font partie de mon cercle proche, tu vois. Ah ouais. Donc c'est pas... C'est devenu tes amis? Ou c'était déjà tes amis? C'était mes amis. Ah, quand tu bossais chez Accor? En fait, si tu veux, quand j'ai bossé chez Accor, on a fait le partenariat avec le Paris Saint-Germain. J'ai commencé à m'entendre très bien avec certains joueurs. Je suis devenue amie avec certains joueurs. Après, je suis devenue amie avec d'autres sportifs. Et en fait, c'est un écosystème qui est tout petit, où il y a tellement de gens qui sont là par intérêt, pas pour leur intérêt, qu'en fait, ça m'a ouvert aussi certaines portes. Et je suis devenue amie avec des Fabio Quartararo, tu vois, pilote de MotoGP. Une de mes meilleures amies, c'est Paola, c'est comme ma petite sœur, Locatelli, parce qu'on s'est rencontrés à travers, tu vois, le taf, et au final, on a grave accroché. Et il y a une multitude de personnes comme ça, tu vois. Caroline Ancevard, aujourd'hui, on travaille ensemble. À la base, c'était une de mes amies. Donc, c'est vraiment... c'est des relations humaines. Et puis, il y a des gens qui font partie de mes amis avec qui je travaille pas non plus, tu vois, mais qui sont des gens célèbres. Donc, c'est un équilibre à trouver. Moi, je saurais jamais faire la part de me dire je switch. Par contre, on sait aussi les talents avec qui je bosse. Ils savent très bien, genre, quand on est sur un truc pro ou un truc perso. Mais c'est juste que aussi d'avoir cette relation personnelle, j'ai beaucoup plus de facilité aussi à leur dire les choses. Clairement. Tu vois ? Il y a pas... C'est plus fluide. C'est plus fluide. Ouais. Et avec moi, il n'y a pas de question d'ego, il n'y a pas de question de fanatitude ou quoi que ce soit. La plupart, c'est des gens que je connais qui m'ont demandé de gérer leur image. C'est comme ça que ça s'est créé, tu vois. C'est comme ça que ça s'est fait. Et surtout, après, c'est les nouveaux, entre guillemets, que j'accepte dans l'agence. C'est par relation. D'accord. Et la première chose qui est la plus importante, c'est quel feeling je vais avoir avec la personne. Ouais. Il y a des célébrités avec qui j'ai refusé de bosser et avec qui je suis en très bon terme. Mais c'est juste que, j'avais pas forcément de vision pour eux, de savoir où est-ce que je peux les emmener. Okay. Et moi, ça, c'est mon angoisse ultime de dire oui à un client, mais je sais pas où je l'amène, donc je préfère dire non. Mais c'est pas lui qui t'amène la vision? Parce que tu peux te faire griller. Non. Moi, tu vois, mes sportifs, pour moi, le plus important, c'est qu'ils performent sur le sport. Bien sûr. Le reste, c'est mon taf. De savoir quelle image on va véhiculer, avec quelle marque on va travailler, comment on va préparer la post-carrière, quels sont les sujets sur lesquels on va aller, quels sont les investissements business qu'on va faire. J'adore. C'est mon rôle à moi. Incroyable. Eux, moi, je veux juste que sur le terrain, ils performent, qu'au centre d'entraînement, ils performent. Ça, sur la partie, tu vois, sportive. Sur la partie artistique, souvent, quand ils viennent, c'est qu'ils sont arrivés à un moment de leur carrière où ils ont besoin de renouveau, ils ont besoin d'avancer dans une direction et ils savent pas forcément trop comment faire. Et ils cherchent aussi, tu vois, un nouveau souffle, une nouvelle vision. Donc ouais, c'est à moi de me dire, franchement, très souvent au premier rendez-vous, je sais. Incroyable. Mais oui. Je sais si... T'as le fit ou t'as pas le fit. Et c'est incroyable, j'avais pas du tout compris que vraiment c'était à ce point-là, que tu gères vraiment l'image. J'ai toujours pensé que les gens s'autogéraient un peu, tu vois. En fait, non. Enfin, mais pourquoi on a l'impression que c'est eux ? Il y en a qui... Ouais, il y en a qui se gèrent quand même. Non, mais j'ai un... Je temporise là-dessus, dans le sens où chaque relation que j'ai et chaque travail que je fais pour mes talents, c'est du sur-mesure. Donc j'en ai, c'est eux qui vont, tu vois, faire leur contenu, qui vont poster, etc. Okay. Mais il y en a qu'on assiste au point où on les assiste sur tout. Limite, tu vois, c'est nous qui allons faire le content, on va faire le calendrier édito, leur dire quand est-ce qu'ils doivent poster. Et il y en a pour qui vraiment on gère tout, tu vois. Vraiment, on gère toute leur... Genre, toute leur ils savent même pas ce qu'il y a sur leur compte Insta, quoi. Si, ils savent, mais ça, tu vois, ça les intéresse pas forcément. Ouais. Et on les assiste aussi en dehors de l'image. Quand je dis qu'on fait de la conciergerie pour eux, il y en a pour qui vraiment on gère vraiment toute une partie de leur vie aussi. Waouh. Tu vois. Mais vous êtes combien dans ton agence alors ? On est 7 là. Ah ouais ? Ouais. 7 plein temps ? On est 7 à plein temps, mais j'ai quand même 3 personnes en mode comptable, avocat et quelqu'un qui gère l'administratif. D'accord.
Et après, j'ai ma team de filles qui sont du coup que des women. On n'a pas trouvé de mecs encore pour travailler avec nous. Donc j'ai une dream team, on a beaucoup de célébrités mecs, tu vois, donc c'est drôle. Qui bossent vraiment sur tous les sujets, à la fois sur les talents et à la fois on a un pôle marque, tu vois, on travaille sur des Louis Vuitton, on travaille sur du Accor, sur du Tiffany & Co, ou en gros sur ça c'est plus de la communication, du marketing, de l'événementiel et plein de choses, du business development sur lesquels on va bosser. C'est incroyable quand même, quand on se dit que ta boîte a 1 an et demi. Je sais pas si c'est incroyable, on a encore plein de choses à développer. Moi, je suis toujours dans l'angoisse que tout s'arrête. Tu vois, je suis toujours en train Impossible. de regarder les comptes, les chiffres, tu vois. Oui, ça je comprends. Tu sais pas ce qui peut se passer. Mais oui, j'ai beaucoup de chance que ça se passe comme ça. J'ai beaucoup de chance d'être très bien entourée aussi. Tu vois, j'ai de la chance. Je sais pas, mais je pense que j'ai provoqué ma chance. Je pense que j'ai travaillé pour ça. Bah, carrément. Mais je me dis, je vois quand même des gens qui galèrent. Mais après, moi, j'ai pas de vie à côté. Hein. Genre, Ginger, c'est toute ma vie. C'est toute ta life. Bah ouais. J'ai pas de jour off. Je connais pas, genre, la semaine de vacances où tu coupes. C'est ça. Mais à côté de ça, voilà, on en est là au bout de moins d'1 an et demi. Ouais. Franchement, bravo, chapeau. Non, je dis pas ça pour ça du tout. Non mais ça fait 2 fois qu'elle me dit ça, mais moi j'ai envie de te dire bravo quand même. T'es trop mimes. Non, mais parce que je suis pas là pour récolter des fleurs du tout. Tu vois, il y a des gens qui ont sûrement lancé leur business il y a 1 an et demi et qui sont beaucoup plus powerful que moi, qui ont dû faire un chiffre d'affaires, un bénéfice beaucoup plus important. Ouais, bien sûr, mais bon. En soi, je pense que c'était aussi ma satisfaction personnelle de me dire, ok, bah t'as lancé un business, t'étais tout sauf préparé pour ça précédemment, ouais. Tu vois. Et au final, ça marche bien. J'ai réussi à avoir des clients. On a des gens vraiment où je suis hyper fière de bosser aussi pour eux. Et j'ai surtout aussi derrière une super équipe. Tu vois, c'est ça qui m'anime. En soi, c'est ça qui m'anime. C'est les gens pour qui je bosse et les gens avec qui je bosse. Parce que c'est ça ta vie au final, au quotidien. Bah oui, bah bien sûr. Mais je trouve ça trop bien. Et juste ma satisfaction à moi, c'est tous les détracteurs un peu que j'ai pris dans la gueule en mode... demain t'es plus chez Accor, t'es plus personne va répondre à ton téléphone, etc. Bah, in fine, tu vois... T'as vraiment des gens qui t'ont dit ça ? Bien sûr. Mais je me suis même pris dans la gueule plusieurs fois. Et ça m'a fait mal sur le moment, mais ça m'a donné beaucoup de force. De toute façon, j'ai toujours été comme ça. Plus tu me dis que c'est impossible, plus tu me dis un truc méchant... Ça te donne la niaque. Plus je vais avoir la dalle et la niaque de te montrer qu'en fait, t'as tort et que c'est toi qui vas prendre le mur et pas moi. Complètement. Et on m'a beaucoup dit... à 29 ans, et c'est des mecs évidemment qui me disaient ça, tu devrais te concentrer à fonder une famille, pas à monter une boîte. Oh my god. Ouais. Tellement dépassé ça. Mais c'est grave, hein. Ouais. C'est grave. Faut arrêter les mecs, hein. Ouais. Non, mais t'imagines, je me dis putain, mais comment on peut en être encore là ? Non, mais c'est clair. Ouais. Parce que ça leur fait peur aussi, je pense. Oui, bien sûr. Tu vois, de voir des nanas qui réussissent comme ça, puis il y en a de plus en plus, là, on envahit la toile, donc ça fait trop du bien. Ça bouge, désolé. Grave. En tout cas, c'est super inspirant, Clarisse. Franchement, merci beaucoup. C'était trop chouette de connaître ton parcours, de voir un peu ton état d'esprit, la manière dont tu fonctionnes, comme t'es habitée et animée par ton projet, par ta vie de businesswoman. C'est ouais, bon. Je pense que pour toi, c'est pareil. Ouais. Dans le sens où, tu vois, quand tu fais quelque chose, quand tu lances quelque chose, je pense qu'il faut le faire à fond ou il faut pas le faire. Complètement. C'est difficile de faire ces choses-là à moitié. Ouais. Et c'est en fonction aussi des personnalités. C'est ça. Je pense que voilà, t'es entière. Moi, c'est pareil, je suis entière. J'ai besoin d'être habitée par ce que je fais. Tu vois, je peux pas le faire juste parce que c'est le bon truc à lancer au bon moment. Non. Je suis comme toi. Non. Mais dans tout ce que j'entreprends, hein, même sur le côté perso, quand j'y vais à 12 000. Quand j'y vais pas, je fais vraiment demi-tour, tu vois. Ouais, mais je comprends. C'est complètement aligné avec ça. Sinon. Complètement. On a un nouveau petit rituel dans le podcast. Ouais. C'est que sur ce billet de train, de locomotive plutôt, tu vas écrire un petit mot à notre prochaine invitée qui s'appelle Nathalie. Ok. Elle fait quoi, Nathalie ? Non, t'es pas censé savoir. Okay. T'es pas censé savoir. Tu ne sais pas qui est cette personne. Mais tu vas lui écrire une question. Plutôt une question d'ailleurs. On peut rester sur une question. Allez. Ça te va ? Ouais, très bien.
Merci Clarisse, beaucoup. c'était trop chouette. J'adore quand on est coordonnés jusqu'à la grave, fin. C'est clair. Ouais. Je te souhaite une trop belle continuation et je doute absolument pas que tu vas continuer de... Toi aussi, franchement, tout le meilleur pour la suite et de toute façon, je vais continuer à bien suivre tout ce qui se passe. Trop bien, merci beaucoup. Est-ce que tu nous ferais un petit mot pour les filles qui vont regarder, et les garçons, qui vont regarder cet échange sur YouTube? Du coup, il faut regarder cette caméra-là au milieu. Cette caméra-là. Ouais. Non, je pense pour finir, pour moi, le plus important, c'est toujours de suivre ton intuition, de rester en phase avec tes valeurs et d'aller vers ton risque, parce que sinon, tu as des regrets et en fait, on n'a qu'une vie, donc autant faire tout ce que tu as envie de faire. C'est clair. Ouais. Et pour ceux qui nous regardent, du coup, sur YouTube, n'hésitez pas à commenter si vous avez kiffé cet échange avec Clarisse et évidemment à vous abonner à la chaîne. Ciao, ciao tout le monde!